Saviez-vous que chaque automne, un être minuscule, pesant à peine un demi-gramme et ayant une envergure d'environ 10 cm, entreprend l'un des voyages les plus épiques et les plus étonnants que la nature nous ait offerts, parcourant des milliers de kilomètres du nord glacial du Canada et des États-Unis jusqu'aux forêts chaudes du Mexique, bravant les vents, les tempêtes et les prédateurs dans un voyage de survie qui a fasciné les scientifiques et des communautés entières pendant des générations et dont l'ampleur totale nous coupe encore le souffle. C'est le voyage inégalable du papillon monarque, un phénomène biologique si extraordinaire qu'il semble tiré d'un conte de fées, mais c'est une réalité palpable, vibrante, qui se répète année après année avec une précision et une résilience qui nous obligent à regarder avec admiration et profonde curiosité. Ce n'est pas un simple déplacement, c'est une saga multigénérationnelle, un témoignage de l'incroyable adaptabilité de la vie. Pour comprendre son ampleur, nous devons d'abord démêler ce qui rend ce papillon si spécial. Le papillon monarque, dont le nom scientifique est Danaos plexippus, est peut-être l'espèce de papillon la plus reconnue en Amérique du Nord, avec ses ailes orange distinctives, ses nervures noires et ses points blancs qui le rendent inimitable. Son cycle de vie est une métamorphose complète, un processus qui comprend 4 phases distinctes, chacune cruciale pour la continuation de son espèce. Tout commence par un œuf minuscule, de forme ovale et de couleur crème, déposé généralement individuellement sur le dessous des feuilles d'une plante spécifique, l'asclépiade, scientifiquement connue sous le nom d'Asclepias. Cette plante n'est pas un choix anodin, c'est la seule source de nourriture pour ses larves. Sans asclépiade, pas de monarque. Après quelques jours, qui peuvent varier entre 3 et 8 selon la température ambiante, l'œuf éclot, donnant lieu à la deuxième phase, la larve ou ce que nous connaissons communément sous le nom de chenille. La chenille du monarque est tout aussi distinctive que le papillon adulte, avec des bandes alternées de jaune vif, de noir intense et de blanc pur. Pendant cette étape, la chenille est une véritable machine à manger. Son seul but est de consommer, dévorant les feuilles d'asclépiade sans relâche. Ce frénésie alimentaire est vital, car la chenille doit accumuler suffisamment d'énergie et de biomasse pour les étapes suivantes. Elle passe par 5 mues ou instars, pendant lesquelles elle rejette sa peau externe à mesure qu'elle grandit. Cette période larvaire dure entre 10 et 15 jours. À la fin de son 5e instar, la chenille, déjà robuste, est prête pour la transformation la plus drastique. Elle cherche un endroit sûr et abrité, souvent pendue la tête en bas à une branche ou une feuille avec un petit coussinet de soie. Alors, la pupaison commence. La peau de la chenille se détache pour la dernière fois, révélant une chrysalide d'un vert jade brillant ornée d'une fascinante bordure dorée. Cette chrysalide, d'environ 2,5 cm de long, n'est pas simplement un cocon, c'est un laboratoire biologique où se produit une incroyable réorganisation cellulaire. Les structures larvaires se dissolvent et se réorganisent pour former les structures de l'adulte ailé. Pendant cette période, qui dure entre 8 et 15 jours, la chrysalide devient translucide juste avant l'émergence, permettant d'entrevoir les ailes oranges à l'intérieur. La chrysalide est une merveille de l'ingénierie naturelle, offrant une protection pendant que le papillon se forme à l'intérieur. Finalement, le papillon adulte émerge, une créature complètement transformée, avec des ailes fonctionnelles, des pattes articulées et des antennes sensibles. Les monarques qui naissent pendant les mois de printemps et d'été dans les régions les plus septentrionales, comme le sud du Canada et les États-Unis, sont appelés les générations estivales. Ces papillons ont une vie relativement courte, d'environ 2 à 6 semaines, durant laquelle leur objectif principal est de s'accoupler et de pondre des œufs, donnant naissance à la génération suivante. En fait, tout au long de l'été, jusqu'à 3 ou 4 générations successives peuvent naître, chacune poussant la population vers le nord à mesure que le climat devient plus propice à la croissance de l'asclépiade. Mais il existe une génération qui est différente, une génération qui défie la brièveté de ses ancêtres estivaux. C'est ce qu'on appelle la supergénération ou la génération Mathusalem. C'est le papillon qui émerge à la fin de l'été et au début de l'automne. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne mûrit pas reproductivement immédiatement. Au lieu de cela, il entre dans un état de diapause, une sorte de suspension du développement reproductif, ce qui lui permet de concentrer toute son énergie sur une mission monumentale, la migration vers le sud.
Ces papillons peuvent vivre jusqu'à 8 ou 9 mois, une vie exceptionnellement longue pour un insecte de leur taille, et ce sont les héroïnes de cet incroyable voyage. Le déclencheur de cette génération migratrice est une combinaison de facteurs environnementaux. La diminution de la durée du jour, ce qui signifie moins d'heures d'ensoleillement, et la baisse des températures qui indique l'arrivée imminente de l'hiver. Ces changements activent un signal biologique chez les monarques, les préparant à l'épopée. Le voyage commence. Des milliards de papillons monarques, provenant de diverses régions, se rassemblent et commencent à voler vers le sud, formant un spectacle visuel indescriptible. Leurs routes migratoires ne sont pas aléatoires, elles sont intrinsèquement liées à la géographie du continent. Les monarques qui naissent à l'est des montagnes rocheuses au Canada et aux États-Unis parcourent jusqu'à 4800 km, voire plus, pour atteindre les forêts de sapins Oyamel du centre du Mexique. C'est le plus long voyage connu pour tout insecte volant, un exploit incroyable pour une si petite créature. Celles qui naissent à l'ouest des montagnes rocheuses, en revanche, ont une destination différente. Elles voyagent vers les bosquets côtiers de Californie où elles trouvent également refuge pour l'hiver. La navigation pendant cette migration est l'un des plus grands mystères et l'une des merveilles les plus étudiées. Comment trouvent-elles leur chemin sur des milliers de kilomètres, volant au-dessus de villes, de montagnes, de déserts et d'océans vers un endroit qu'elles n'ont jamais vu auparavant? Les scientifiques suggèrent qu'elles utilisent une combinaison de signaux, y compris le soleil comme boussole, détectant sa position dans le ciel même par temps nuageux, grâce à des photorécepteurs sensibles à la lumière polarisée dans leurs antennes. Il a également été proposé qu'elles puissent percevoir le champ magnétique de la Terre, de manière similaire à ce que font certains oiseaux et tortues. De plus, on pense qu'elles se guident grâce à des signaux topographiques, tels que les chaînes de montagnes et les vallées fluviales, qui agissent comme des couloirs naturels. La mémoire de la route n'est pas apprise, elle est héritée génétiquement, une sorte de carte incorporée qui leur indique la direction à suivre. Pendant la journée, les monarques volent activement, profitant des courants thermiques, des colonnes ascendantes d'air chaud qui leur permettent de monter à de grandes altitudes et de planer, conservant ainsi une énergie précieuse. Elles peuvent voler à des vitesses moyennes de 16 à 24 km par heure, couvrant quotidiennement des distances importantes. Cependant, elles ne volent pas continuellement. La nuit, elles se posent sur les arbres et les arbustes, souvent en grands groupes, cherchant abri et protection contre le froid et les prédateurs. À mesure qu'elles avancent vers le sud, leur vol devient plus concentré et il est courant de voir des millions d'entre elles passer par des points d'entonnoir naturels comme le défilé de Tehuacan au Mexique, créant une rivière ailée orange qui remplit le ciel. Une fois arrivées dans leurs sanctuaires hivernaux, le spectacle est encore plus impressionnant. Dans les forêts d'Oyamel de l'État de Mexico et du Michoacán au Mexique, des millions de monarques se regroupent sur les branches des arbres, formant de denses colonies qui couvrent entièrement les troncs et les branches, leur donnant une apparence orange et marron. Un seul arbre peut abriter des milliers, voire des dizaines de milliers de papillons. Ces sites, à des altitudes variant entre 2900 et 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer, offrent les conditions microclimatiques idéales. Des températures fraîches, entre 0 et 15 degrés Celsius, qui leur permettent de rester dans un état de semi-hibernation, réduisant leur métabolisme et conservant leurs réserves de graisse accumulées pendant le voyage. L'humidité dans ces forêts est également cruciale. Les nuages et le brouillard matinal fournissent l'humidité nécessaire pour éviter la déshydratation des papillons, une menace constante pour leur survie. Elles restent relativement inactives pendant les mois d'hiver, ne se déplaçant que par temps ensoleillé pour se réhydrater ou pour changer de position dans les grappes. Leur comportement de regroupement est une stratégie de survie ingénieuse. En se regroupant, les papillons minimisent la perte de chaleur individuelle, créant une couche isolante qui les protège des basses températures et des vents glaciaux. C'est une manifestation claire de la sagesse collective de la nature, où l'union est synonyme de survie. Dans les sanctuaires de Californie, les monarques de l'Ouest se rassemblent dans des bosquets d'eucalyptus, de pins de Monterey et de cyprès de Monterey, le long de la côte, du nord de San Francisco jusqu'au sud de San Diego. Ces sites offrent également les conditions tempérées et protégées dont elles ont besoin pour passer l'hiver. Bien que leur nombre soit significativement inférieur à celui des populations orientales, leur voyage et leurs besoins de conservation sont tout aussi importants. Le choix de ces lieux n'est pas aléatoire, ce sont des sites qui ont été utilisés par les monarques depuis des millénaires, transmis de génération en génération par leur mémoire génétique. Ce sont des refuges vitaux qui représentent l'apogée de leur incroyable voyage. Mais l'histoire ne se termine pas avec l'arrivée aux sanctuaires hivernaux.
Avec l'arrivée du printemps, l'augmentation de la durée du jour et les températures plus chaudes agissent comme un signal pour les papillons. Elles rompent leur diapause, s'accouplent et commencent le voyage de retour. Cependant, cette fois, c'est différent. Les papillons qui ont passé l'hiver au Mexique et en Californie ont épuisé une grande partie de leurs réserves d'énergie et ont une espérance de vie limitée une fois qu'elles commencent à se reproduire. Ce ne sont pas elles qui achèveront le voyage de retour vers le nord. Ces papillons vétérans volent vers le nord, pendant des œufs dans le sud des États-Unis et le nord du Mexique, sur les premières pousses d'Asclépiades. Leurs descendants, la première génération printanière, émergent et continuent le voyage vers le nord, se reproduisant et donnant naissance à la deuxième génération. Cette deuxième génération, à son tour, continue d'avancer vers le nord, atteignant les régions les plus septentrionales des États-Unis et du Canada. Ce sont les petits-enfants et parfois les arrière-petits-enfants des papillons qui ont quitté les sanctuaires mexicains et californiens qui atteignent finalement les mêmes sites de reproduction d'où leurs ancêtres de la supergénération étaient partis l'automne précédent. Ce cycle multigénérationnel est une danse parfaite et complexe qui démontre l'incroyable résilience de l'espèce, mais aussi sa vulnérabilité. Et c'est précisément cette vulnérabilité qui nous préoccupe profondément. La migration épique du papillon monarque est confrontée à des menaces graves et croissantes qui mettent en péril son existence. L'une des plus critiques est la perte d'habitat. L'asclépiade, la seule plante où les monarques déposent leurs œufs et dont se nourrissent leurs larves, a considérablement diminué. Cela est dû, en grande partie, aux pratiques agricoles modernes, où l'utilisation extensive d'herbicides, en particulier ceux tolérants à certaines cultures génétiquement modifiées, a éradiqué l'asclépiade de vastes étendues de terres agricoles, aux États-Unis et en Canada, qui sont cruciaux pour les générations estivales. L'urbanisation et le développement des infrastructures contribuent également à la fragmentation et à la perte des corridors migratoires et des zones de reproduction. Chaque route, chaque nouveau développement résidentiel réduit la disponibilité des plantes d'asclépiades et des sources de nectar dont les papillons ont besoin pour survivre tout au long de leur voyage épuisant. Outre la perte d'asclépiades, la destruction des sites d'hibernation est une autre menace monumentale. Au Mexique, la déforestation illégale dans les forêts d'Oyanan, bien qu'elle ait diminué grâce aux efforts de conservation, reste une préoccupation constante. Ces arbres ne sont pas seulement un lieu pour se poser, ils sont un microclimat vital qui protège des millions de papillons du froid et de la déshydratation. L'abattage d'un petit nombre d'arbres dans ces zones peut modifier les conditions thermiques et d'humidité, rendant les sites moins habitables pour les monarques. En Californie, le développement côtier et la gestion des arbres dans les bosquets d'eucalyptus et de cyprès représentent également une menace importante pour les sites d'hibernation occidentaux. Mais les menaces ne s'arrêtent pas là. L'utilisation de pesticides, en particulier les néonicotinoïdes, largement utilisés pour protéger les cultures, a des effets dévastateurs sur les papillons. Ces insecticides systémiques peuvent être absorbés par les plantes et être présents dans le pollen et le nectar, empoisonnant les papillons adultes et les larves qui se nourrissent de l'asclépiade traitée. Leurs effets ne sont pas toujours immédiatement létaux, mais ils peuvent affecter la navigation, la reproduction et la capacité de vol, compromettant gravement la migration. Le changement climatique mondial est peut-être la menace la plus complexe et multifacette. Les altérations des régimes de température et de précipitation peuvent affecter la croissance de l'asclépiade et des plantes nectarifères, désynchronisant la disponibilité de la nourriture avec les étapes du cycle de vie du monarque. Les événements climatiques extrêmes, tels que les sécheresses prolongées, les vagues de chaleur inhabituelles ou les fortes tempêtes hivernales, peuvent décimer les populations de monarques, tant dans leur zone de reproduction que dans leur sanctuaire d'hibernation. Par exemple, une tempête hivernale avec des températures inférieures à 0 degrés Celsius et de fortes chutes de neige dans les sanctuaires du Mexique peut tuer des millions de papillons regroupés. Les maladies et les parasites jouent également un rôle. L'Ophriocistis electrocera, ou EE, est un parasite protozoaire qui infecte les monarques et peut provoquer des déformations de leurs ailes, réduire leur espérance de vie et affecter leur capacité de vol et de reproduction. Bien qu'il s'agisse d'un parasite naturel, sa prévalence peut augmenter dans les populations denses ou dans des environnements altérés. La combinaison de toutes ces pressions a conduit à une diminution spectaculaire des populations de papillons monarques au cours des dernières décennies. Les estimations des populations hivernales au Mexique ont montré des fluctuations sévères, avec certains des chiffres les plus bas enregistrés au cours de la dernière décennie, bien qu'il y a eu des signes de récupération ces dernières années, ce qui nous donne de l'espoir. Par exemple, durant la saison d'hibernation 2013 à 2014, les monarques n'ont occupé que 0,67 hectares au Mexique, un chiffre alarmant. Cependant, durant la saison 2020 à 2021, ce chiffre est passé à 2,10 hectares et en 2022 à 2023, 2,22 hectares occupés ont été signalés,
démontrant la résilience de l'espèce et l'efficacité de certains efforts de conservation. Bien que ces chiffres soient meilleurs, ils sont encore loin des sommets historiques de plus de 18 hectares enregistrés en 1996, ce qui souligne la nécessité continue d'actions concertées. Face à ce tableau, il est vital de comprendre que la conservation du papillon monarque n'est pas seulement une question écologique, elle est aussi culturelle et économique. Au Mexique, l'arrivée des monarques dans les sanctuaires en novembre coïncide avec la célébration du Jour des Morts, et les papillons sont considérés comme les âmes des ancêtres qui rentrent chez eux, un symbole de vie, de mort et de renaissance. Cela confère à leur protection une profonde signification culturelle. De plus, l'écotourisme associé au sanctuaire génère des revenus vitaux pour les communautés locales vivant dans la Sierra Madre orientale, offrant une alternative économique à la déforestation et favorisant la protection de la forêt. Les initiatives de conservation sont diverses et s'étendent sur l'ensemble du couloir migratoire. Au niveau individuel, l'une des actions les plus efficaces que chacun peut entreprendre est de planter de l'asclépiade indigène dans son jardin ou son espace vert. N'importe quelle asclépiade ne convient pas. Il est crucial de planter des espèces indigènes de la région, car l'asclépiade tropicale non indigène peut ne pas mourir en hiver, ce qui interrompt le cycle de diapause du papillon et l'expose aux parasites et maladies. En plus de l'asclépiade, planter une variété de plantes à fleurs riches en nectar qui fleurissent au fil des saisons, surtout au printemps et à l'automne, fournit une source d'énergie vitale pour les papillons adultes. Les jardins pour pollinisateurs ne profitent pas seulement aux monarques, mais aussi à d'autres espèces d'insectes bénéfiques. Au niveau communautaire et gouvernemental, les efforts se concentrent sur la protection des sites d'hibernation, la restauration des habitats dégradés, la promotion de pratiques agricoles durables qui réduisent l'utilisation de pesticides et la création de corridors d'habitat dans les paysages fragmentés. Des programmes de surveillance et de sciences citoyennes, tels que Monarch Watch et Journey North, permettent à des milliers de bénévoles en Amérique du Nord de contribuer avec des données précieuses, comme le marquage des papillons, le signalement d'observation d'asclépiades et l'observation des migrations, aidant les scientifiques à mieux comprendre leurs schémas et leurs défis. La coopération internationale est fondamentale. Le Mexique, les États-Unis et le Canada ont signé des accords et développé des stratégies conjointes pour la conservation du monarque, reconnaissant qu'il s'agit d'une espèce transfrontalière qui nécessite une approche coordonnée. Cela inclut la création de réseaux de sites de conservation et l'échange de connaissances et de meilleures pratiques. Le papillon monarque, avec son voyage étonnant, est un rappel émouvant de l'interconnexion de la vie sur notre planète et de la fragilité de ses systèmes complexes. Chaque papillon qui entreprend ce voyage est un témoignage de la persévérance, de la mémoire génétique d'un chemin tracé depuis des millénaires. C'est une merveille naturelle qui mérite notre attention, notre respect et notre protection. Sa survie dépend de notre capacité à comprendre son histoire, à apprécier son voyage et à agir pour sauvegarder les habitats qui lui permettent d'exister. Protéger le papillon monarque, c'est protéger un symbole de la résilience de la nature et une partie inestimable de notre patrimoine mondial. Si cette histoire étonnante de persévérance et d'adaptation vous a captivé, nous vous invitons à rejoindre la communauté des explorateurs. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à démêler les mystères de notre planète, donnez un j'aime à cette vidéo pour que plus de personnes découvrent la migration épique du monarque, laissez-nous un commentaire nous racontant ce qui vous a le plus surpris dans cet incroyable voyage et partagez ce contenu avec vos amis et votre famille pour inspirer les autres à protéger ces merveilleuses créatures. Continuons à explorer ensemble!